Bonjour, dans le cadre de mon cours Analyse des situations de travail et développement des compétences, je vais faire un nouvel exposé théorique. Cet exposé théorique s'intitule L'apprentissage des compétences professionnelles en situation de travail, la socialisation. Je vais donc vous parler de la socialisation organisationnelle. Alors la socialisation, il s'agit du mode d'acquisition des compétences professionnelles le plus ancien. Certaines expressions populaires le montrent bien. Je pense aux expressions encore couramment utilisées aujourd'hui comme l'apprentissage sur le tas. Il faut savoir que dans certains métiers manuels, voire dans certains métiers intellectuels, il y a toujours une part d'apprentissage sur le tas. Je pense aussi à la belle expression « c'est en forgeant que l'on devient forgeron » qui montre bien l'importance de l'expérience professionnelle. J'avais évoqué lors d'une vidéo précédente les travaux du sociologue du travail Philippe Zarifian, travaux importants, et j'avais notamment présenté à partir des travaux de Zarifian 3 modèles de gestion de la main-d'œuvre. Rappelez-vous, je vous avais parlé du modèle de la compétence, qui est le modèle de gestion de la main-d'œuvre le plus récent. Le modèle de la compétence date en France du milieu ou de la fin des années 80. Je vous avais parlé du modèle de la qualification, qui est un modèle de gestion de la main-d'œuvre qui émerge dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale avec la mise en place des grilles de classification des postes et de rémunération dans les branches et dans les entreprises françaises. Et je vous avais parlé du modèle du métier, qui est le modèle de gestion de la main-d'œuvre le plus ancien, puisque lui remonte à l'Ancien Régime, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Eh bien, le modèle du métier, mis en avant par Philippe Zarifian dans ses travaux, modèle donc qui remonte quand même au Moyen-Âge et qui est en lien avec le système des corporations, il s'agit ici des corporations de travail, eh bien ce modèle, il correspond exactement à l'apprentissage du métier sur le tas, c'est-à-dire l'apprentissage du métier en situation de travail. C'est-à-dire que c'est en situation de travail que l'apprenant, le novice, le débutant, va pouvoir acquérir les compétences dans le métier visé, compétences qui au départ lui font défaut. Alors ce modèle du métier, il est ancien et il n'a évidemment pas entièrement disparu. Il en reste des traces, il est encore vivace. On le trouve par exemple chez les compagnons du devoir, mais on le trouve dans d'autres organisations et métiers. Alors je vais essayer de décrire très rapidement le processus en question, c'est-à-dire que ce que je vais essayer de décrire, c'est le processus d'apprentissage des compétences professionnelles en situation de travail grâce à la socialisation. Je vais insister sur 4 points. Tout d'abord, je vais insister sur l'importance des situations de travail. Ensuite, j'insisterai sur l'importance du contexte social. Deuxième point. Ensuite, troisième point, je vous parlerai du facteur temps, le registre temporel, l'horizon temporel. Et enfin, pour finir, je vous parlerai de la reconnaissance sociale. Voilà une question importante, celle de la reconnaissance sociale des compétences professionnelles. Commençons par les situations de travail. Pour développer les compétences professionnelles attendues sur le poste de travail en question, l'apprenant, le novice, le débutant, il va être amené en fait à se confronter à des situations de travail concrètes. Donc, le débutant, l'apprenant, va être en quelque sorte mis à l'épreuve. Ce sont les situations de travail qui vont le mettre à l'épreuve. Ce processus est incontournable. Ce faisant, l'apprenant va être amené à faire, tôt ou tard, l'expérience de l'échec. Comme le dit Christophe Dejour, l'apprenant va se confronter au réel du travail. Pour Christophe Dejour, le réel du travail, c'est justement ce qui résiste à la maîtrise. C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire, mais dans la situation dans laquelle on est, on n'y arrive pas. Donc, l'apprenant va faire l'expérience de l'échec et dans un métier, que le métier soit manuel ou intellectuel, à un moment donné, on rencontre l'échec. L'échec peut être formateur.
à condition d'en tirer les leçons, à condition d'en tirer toute une série d'apprentissages. Alors l'enjeu pour les débutants, ça va être de surmonter petit à petit les épreuves qu'ils rencontrent. Et pour ce faire, il va être soumis à un ensemble d'épreuves. Il y a quasiment autant de situations de travail différentes qu'il y a d'épreuves différentes pour l'apprenant, et l'apprenant, il va être amené à mobiliser un certain nombre de ressources personnelles pour surmonter les épreuves qu'il rencontre. Ça peut être son bon sens, ça peut être son intelligence, ça peut être ses connaissances théoriques, ça peut être aussi ses connaissances pratiques, cela peut être son corps, cela peut être sa personnalité. Et chemin faisant, les semaines passant, les mois passant, l'apprenant va se construire une expérience professionnelle. Bien évidemment, cela nécessite du temps et puis cela nécessite effort et endurance. Donc la confrontation aux situations de travail concrètes, le fait de devoir acquérir une expérience professionnelle pour acquérir un certain nombre de compétences professionnelles, c'est quelque chose d'incontournable. J'en arrive maintenant au deuxième élément, le contexte social. L'apprenant, ou le novice, peu importe comment on l'appelle, il est évidemment rarement seul. Il est généralement accompagné. L'accompagnement peut être formel ou informel, ou tantôt formel, tantôt informel. Il est généralement accompagné soit par des collègues, c'est-à-dire par des pairs, soit il peut être aussi accompagné par son responsable hiérarchique, son N+1. Ce processus d'apprentissage des compétences professionnelles en situation de travail correspond en fait à une phase de socialisation, puisque l'apprenant apprend dans un certain contexte social au contact des autres, au contact de ses collègues ou au contact de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son tuteur. Les autres, les pairs, ou bien le responsable hiérarchique, ou les deux, selon les situations, peuvent guider l'apprenant pas à pas, ou bien ces acteurs peuvent le laisser faire sa propre expérience professionnelle et intervenir uniquement dans les moments critiques. Le processus d'apprentissage des compétences professionnelles en situation de travail est donc à la fois un processus individuel, puisque la confrontation aux situations de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un processus qui est individuel, mais ce processus il est aussi collectif parce que l'apprenant il est aussi accompagné par des plus anciens. D'où l'importance du contexte social. Troisième élément dont je voulais vous parler, troisième point important, le temps, l'horizon temporel. Le temps, c'est évidemment un élément clé dans le processus d'apprentissage des compétences professionnelles. On peut décrire trois stades. Au tout départ, dans un métier, on est débutant, on est novice. Et puis ensuite, on va acquérir une certaine expérience professionnelle et au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, voire dans certains métiers, au bout de plusieurs années, on va devenir un salarié expérimenté. Et puis, on peut un jour devenir éventuellement un expert. Au bout d'un certain temps, après avoir maîtrisé des épreuves de plus en plus complexes. Donc pour schématiser, on pourrait dire qu'il y a ces trois stades, et à chaque stade correspond l'acquisition de certaines compétences professionnelles. Le novice va apprendre les compétences de base en lien avec le métier. Le salarié expérimenté est toujours engagé dans un processus d'apprentissage, mais dans un processus d'apprentissage de compétences évidemment plus complexes, plus pointues. Et puis lui, l'expert, c'est celui qui maîtrise les compétences les plus larges et les plus pointues. C'est devenu la référence dans son métier. Puisque l'expert maîtrise une gamme de situations très large, l'expert maîtrise des situations qui sont floues, qui sont incertaines, qui sont ambiguës et qui sont complexes. Évidemment, pour passer du stade de novice au stade de salarié expérimenté et plus encore au stade d'expert, cela nécessite du temps. Dernier élément, quatrième et dernier élément, la reconnaissance sociale des pairs et de la hiérarchie.
Ça, c'est un point clé, car finalement, on n'est jamais compétent dans l'absolu. Le regard des autres est fondamental et primordial, de même que la confiance en soi. On est compétent finalement à partir du moment où on est perçu comme étant un professionnel compétent par les autres. La compétence, elle n'existe donc pas en soi. Il s'agit en quelque sorte d'une convention sociale, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Marchal et de François Aymar Duvernay, qui font partie d'un courant de pensée qui s'appelle l'école des conventions. Ce courant de pensée appréhende les compétences comme autant de conventions sociales. Donc le regard des autres est primordial. On pourrait dire, pour caricaturer, si on n'est pas reconnu comme étant un professionnel compétent, eh bien on n'est pas compétent dans l'exercice de son métier. Alors, cette reconnaissance sociale, elle passe, selon le psychanalyste Christophe Dejour, par deux jugements. Elle passe par le regard de l'autre, bien évidemment, mais elle passe par deux types de jugements. Elle passe tout d'abord par le jugement d'utilité, elle passe ensuite par le jugement de beauté. Le jugement d'utilité, c'est le jugement qui est proféré par les supérieurs hiérarchiques ou éventuellement par les clients. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui font comprendre aux salariés qu'il est utile à l'organisation. Et d'ailleurs, si on le paye, c'est qu'il a une certaine utilité. Bien évidemment. Et puis, il y a le jugement de beauté qui vient compléter le jugement d'utilité. Le jugement de beauté, cela veut dire que le travail réalisé par l'individu, réalisé par le travailleur, il est jugé conforme aux règles de l'art, aux règles de métier. Il est conforme à une certaine tradition. C'est aussi très important de se sentir reconnu comme étant un membre du métier. Mais pour cela, encore faut-il que nos pratiques professionnelles soient reconnues comme étant relevant des règles du métier. Je vous renvoie aux travaux de Christophe Dejour et également aux travaux de Yves Clos qui portent sur le genre professionnel, si vous avez envie d'approfondir cette question tout à fait particulière. Et donc c'est finalement ce double jugement, vous voyez, jugement d'utilité d'un côté, jugement de beauté de l'autre, le jugement de beauté étant plutôt proféré par les pairs, par les collègues de travail, alors que le jugement d'utilité, lui, est proféré par la hiérarchie et éventuellement par les clients, eh bien ce double jugement va inscrire l'individu dans un métier, dans une filiation, dans une tradition. Et, nous dit Christophe Dejour, d'un point de vue identitaire, cela va lester l'individu, cela va lui offrir une identité professionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur la socialisation. Donc retenez cette idée que la socialisation, c'est un point clé. En général, il n'y a pas de processus d'acquisition et de développement des compétences professionnelles sans socialisation professionnelle ou organisationnelle. Au revoir.